Le matin du 26 septembre 1989, un Fairchild Métro 3 vol Skylink 070 décollait de Vancouver à destination de Terrace, en Colombie-Britannique, sur un vol intérieur régulier. L'avion avait à son bord 2 membres d'équipage, 5 passagers et une cargaison. Voici une reconstitution par ordinateur du vol 070 qui reprend les événements que nous ont révélés les enregistreurs de données de vol et de la parole. À 8h11, heure normale du Pacifique, l'équipage du vol 070 demande et reçoit du centre de contrôle de Vancouver l'autorisation de descendre à une altitude de 15 000 pieds. Peu après avoir reçu l'autorisation de descendre à une altitude de 15 000 pieds, l'équipage est entré en communication avec la FSS de Terrace pour s'informer des dernières conditions météo. À ce moment, à Terrace, le ciel était partiellement obscurci, à 600 pieds par des nuages épars, à 3500 pieds par des nuages épars, à 12 000 pieds par des nuages épars avec plafond estimé à 26 000 pieds obscurcis par des nuages fragmentés et visibilité de 5 000 à cause du brouillard et de la fumée. La température était de 7 degrés Celsius et le point de rosée à 6 degrés Celsius. La visibilité au sud de l'aéroport était d'1 mille à cause des bancs de brouillard. À 8h18, le vol 070 a reçu l'autorisation de maintenir son altitude au radiophare non directionnel de Kitimat, un Learjet ayant manqué son approche à Terrace. Toutefois, le brouillard s'éclaircit et à 8h20, le Learjet réussit à se poser sur la piste 1.5. Le vol 070 reçoit l'autorisation de s'approcher de l'aéroport de Terrace. L'équipage décide alors d'effectuer une approche indirecte au-dessus de la piste 1.5 à l'aide du radioalignement de piste et de l'équipement de mesure de distance. À 8h21, le vol 070 passe le radiophare non directionnel de Terrace. Après l'approche aux instruments, l'appareil amorce une approche indirecte au-dessus de la piste 1.5. À peu près à ce moment, on repère l'avion à 500 pieds du sol, à l'étape vent arrière, prêt à se poser sur la piste 1.5. Il survole le seuil de la piste 2.7 avec le train d'atterrissage sorti. Il entreprend la dernière étape de la descente, ses volets totalement sortis. 26 secondes après avoir sorti totalement les volets, l'avion manque son approche. Le train d'atterrissage et les volets sont aussitôt rentrés. En moins de 5 secondes, l'avion accélère et atteint presque une vitesse ascensionnelle de 1200 pieds minute. Mais cette vitesse diminue rapidement et l'avion commence à descendre, sa vitesse de descente atteignant les 3000 pieds minute. Le vol 070 s'est écrasé un peu à l'extérieur du périmètre de l'aéroport, à 800 pieds à l'ouest de l'axe de la piste 1.5. Il n'y a eu aucun survivant. Comme pour la plupart des accidents, l'écrasement du Skylink est le résultat d'une séquence d'événements. Des événements qui, isolés, n'auraient peut-être pas causé un accident. Le rapport du Bureau de la sécurité des transports du Canada arrive à quelques 25 faits établis, les maillons d'une chaîne d'erreurs qui se sont soldés par un accident. Nous allons examiner quelques-uns de ces maillons qui ont trait à la prise de décision du pilote, à la coordination des fonctions et à la désorientation spatiale. Ce vol devait être un vol de routine. L'enquête n'a révélé aucun problème de mécanique ou de structure. Rien ne permet de croire que le poids de la charge ait été mal réparti, ni que le centre de gravité ait été mal établi. Par ailleurs, l'équipage était totalement qualifié pour ce type de vol. Le plafond et la visibilité au voisinage de l'aéroport de Terrace étaient extrêmement variables. Les vents étaient calmes. L'altimètre était à 2,997 et il n'y avait aucune circulation. La visibilité vers le sud était réduite à un demi-mille. La fumée dans les environs de l'aéroport était assez dense. L'équipage a ensuite été informé qu'un Learjet avait pu se poser sur la piste 1.5 au 2e essai. On lui a aussi dit que 2 feux de sol avaient été allumés la veille au soir au sud-ouest de l'aéroport et que la fumée était plus dense à cet endroit. Après avoir reçu ces informations,
L'équipage a poursuivi sa descente et a décidé d'essayer d'atterrir sur la piste 1.5 plutôt que sur la piste 3.0, comme prévu au départ. L'équipage en a informé la FSS. Lorsque le Learjet s'est posé, un banc de brouillard de 300 pieds s'avançait vers le nord-est et a réduit la visibilité sur la moitié sud de la piste 1.5. Veuillez noter que les 5 paramètres de l'enregistreur de données du vol 070 ne comprenaient pas de données sur le roulis ou l'inclinaison longitudinale de l'appareil. L'enregistrement des données sur le cap de l'appareil a mal fonctionné. À cause du manque de données sur le cap, dont la reconstitution des événements, la trajectoire de vol est représentée en ligne droite. Mais nous savons que l'appareil a exécuté une approche indirecte au-dessus de la piste 1.5. L'assiette de l'appareil reste stable, faute de données sur le roulis ou l'inclinaison longitudinale de l'appareil, sauf pour les dernières secondes où l'assiette longitudinale a été simulée. La descente s'est poursuivie et les volets ont été abaissés au quart, puis à demi. Le train d'atterrissage a été sorti. Les vérifications finales ont été faites. Le capitaine a demandé au copilote de lui faire la lecture des altitudes permises en descente selon la carte d'approche. Le copilote a fait une lecture supérieure à 1000. À ce moment, l'appareil a passé le radiophare en direction de Terrace. La FSS a été informée du passage de l'appareil au-dessus du radiophare. Le copilote a fait une lecture supérieure à 500. La FSS a informé l'équipage que les feux d'approche étaient allumés sur la piste 1.5. Le copilote a fait une lecture supérieure à 100 et a passé un commentaire sur l'état lamentable des conditions météo. L'équipage a poursuivi son approche. Il pouvait voir le sol. Le capitaine a demandé au copilote de lui faire la lecture de la vitesse de référence. Le copilote a confirmé une vitesse R indiquée de 107 nœuds. Le copilote a encore passé un commentaire sur l'état lamentable des conditions météo. L'appareil était à 100 pieds au-dessus des minimums. Le capitaine a indiqué qu'il avait aperçu le point d'atterrissage d'une piste, probablement la 3.3. OK, j'ai la piste en vue. Puis, il a vu la piste 2.7 et a demandé une lecture des vitesses. Surveille la vitesse pour moi. Ça va, t'es à 140. Une fois de plus, le copilote a passé un commentaire sur les conditions météo. Jésus. Voici la suite de la reconstitution des événements provenant des enregistreurs de données de voix et de la parole. OK, à toi. « 145 en descente. OK. Sors les volets. Volets activés. Approche interrompue. OK. Rentre le train. Train activé. Rentre le train. Train activé. Lève les volets. Volet à demi levé. On descend. OK. On descend. La reconstitution des événements soulève plusieurs questions. Par exemple, l'équipage a exprimé son inquiétude à plusieurs reprises concernant le temps qu'il faisait. Mais les membres de l'équipage étaient-ils aussi inquiets l'un que l'autre par les conditions météorologiques? Comment ont-ils verbalisé leurs inquiétudes? Au début du vol, l'exposé du capitaine ne comportait pas une description complète de l'approche, de la procédure d'approche interrompue, de l'état des aides à la navigation, ni des vitesses de l'aéronef. L'un ou l'autre des membres d'équipage avait-il reconnu la possibilité d'une approche interrompue? En fait, 40 secondes avant l'écrasement, l'avion est descendu sous l'altitude minimale de descente et l'équipage a préparé l'avion pour l'atterrissage, descendant à 150 pieds du sol. L'équipage pouvait-il voir parfaitement l'environnement de la piste d'atterrissage? Voyons les faits. En vertu de l'ordonnance sur la navigation aérienne, série 7, numéro 3,
L'ordonnance touchant les avions petits porteurs, Skylink était autorisé à exploiter un Métro 3. Revoyons les 2 dernières minutes de la reconstitution des événements. Oh, merde. OK, j'ai la piste en vue. Prêt pour plein volet? OK. Surveille la vitesse pour moi. Ça va. Vitesse 140. OK, j'ai 2,7. Ici. OK, à toi. « 145 en descente. OK. Sors les volets. Volet activé. Approche interrompue. OK. Rentre le train. Train activé. Rentre le train. Train activé. Lève les volets. Volet à demi levé. On descend. OK. On descend. Jusqu'ici, nous nous sommes attardés au processus de prise de décision du pilote et à la coordination des fonctions. Mais qu'en est-il de la désorientation spatiale ou vertige dans la chaîne d'erreur? Une mauvaise perception de l'assiette longitudinale ou, dans le jargon technique, l'illusion somatographique, peut découler de l'accélération de l'appareil au cours des premières secondes suivant la procédure d'approche interrompue. Sans référence visuelle, il est impossible de distinguer entre un avion qui descend en piqué accéléré et un avion qui se cabre et se déplace à vitesse constante. Cette séquence finale de la reconstitution des événements montre l'avion avec une assiette longitudinale simulée. Un avion fantôme décrit l'assiette longitudinale que l'on a perçue. Signalons qu'au début, l'assiette longitudinale perçue et celle qui a été simulée sont les mêmes. L'avion n'accélère ni ne décélère et l'équipage perçoit ce qu'il croit être l'assiette longitudinale réelle. Au moment où l'avion commence à piquer et à accélérer, l'assiette longitudinale perçue est celle d'un avion cabré. L'un des membres d'équipage s'est-il aperçu que l'avion piquait? Qui pilotait l'avion? Qui surveillait les instruments? Et qui contrôlait les manettes? Dans le cas du vol 070, les maillons de la chaîne d'erreur semblent s'être conjugués pour causer l'écrasement. Les facteurs concernant la prise de décision du pilote, la coordination des fonctions et la désorientation spatiale peuvent fort bien avoir transformé un vol de routine de Vancouver à Terrace, en Colombie-Britannique, en un accident tragique.